Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre podcast spécialisé en arts martiaux mixtes. Pour tout savoir sur ce sport, vous êtes au bon endroit. Ben Baudouin en compagnie de mon complice Patrick Côté. Ça va-tu, mon cher ami? Très bien. Très bien. Toi, Ben? Ça va très bien. Yes. Et là, honnêtement, là, je suis très, très content de l'émission qu'on vous a préparée aujourd'hui. Beaucoup de contenu. Donc, de un, ça, c'est intéressant. 2 entrevues à vous présenter avec Al Iaquinta, qui sera en vedette cette fin de semaine du côté d'Ottawa. Et Eman Zahabi, qui va faire son grand retour à l'UFC après 1 an et demi d'absence. Beaucoup de choses à dire sur Eman, sur son retour. Là. On a vraiment hâte de le voir. Puis on va vous présenter l'entrevue tantôt, qui a été enregistrée un petit peu plus tôt. Il a l'air bien. Il a l'air heureux d'être de retour enfin. Il nous explique tout ce qui est arrivé dans la dernière année et demie pour lui. Là. Même s'il ne s'est pas battu, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Donc, très intéressant. On va revenir, on va faire une analyse complète de la carte d'Ottawa parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Canadiens qui se battent. 2 Québécois, Zahabi et Marc-André Barriault, qui va faire ses débuts à l'UFC. On va en parler également énormément. La finale qui nous intéresse, Cowboy contre Iaquinta. Pas le choix de revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier avec du côté de Fort Lauderdale. Jacare puis Hermanson. Exact. On va revenir. Et Greg Hardy. Ouais. Est-ce qu'on va en parler? On va se garder un petit peu. Je pense qu'on ne parlera pas de son fight. On va parler de ce qu'il a dit après, bon, là, que ça n'a aucun maudit bon sens. On s'entend. Là. C'est bon. En tout cas, on va revenir là-dessus plus tard. Puis Bellator également. Rory McDonald, qui n'a pas été super convaincant, mais c'est surtout ses commentaires après qui retiennent notre attention. Donc, on va... Il s'est un peu perdu. Là, un peu perdu. Puis, en tout cas, mais intéressant quand même, parce que c'est rare qu'on entend des combattants dire des choses de la sorte. On revient là-dessus dans quelques instants. Brock Lesnar. En tout cas, bref. Beaucoup d'actualités également à revenir. Avant de lancer l'entrevue avec Al Iaquinta, je tiens à dire un petit mot sur une note un peu plus personnelle. Ma petite sœur, Leila Baudouin. Félicitations. Elle est championne canadienne de boxe. Oui, j'ai vu ça passer. Chez les 60 kg en boxe amateur. Elle a gagné ses 3 combats. Ça se passait le week-end dernier du côté de Victoria. Là, maintenant, elle veut se tailler une place sur l'équipe canadienne senior, participer à des compétitions internationales, championnat du monde éventuellement, les Jeux olympiques, on se croise les doigts. Excellent, donc, maintenant, il y en a aux Jeux olympiques. La boxe féminine, c'est son objectif. Mais félicitations, il y a beaucoup de Québécois et Québécoises qui ont été sacrés champions la fin de semaine dernière à Victoria. Ma petite sœur était parmi eux, donc... Félicitations. Bravo la petite, je suis très fier de toi. On va aller écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Al Iaquinta un petit peu plus tôt aujourd'hui en marge de l'UFC Ottawa. Un gars qui a l'air détendu et motivé là, à l'aube d'affronter Cowboy Cerrone dans la capitale fédérale. On a le plaisir d'avoir au bout du fil Al Iaquinta qui sera de la finale cette fin de semaine du côté d'Ottawa contre Donald Cowboy Cerrone. Très belle finale dans la capitale fédérale cette fin de semaine sur les ondes de RDS2. Al, how are you, sir? I'm doing good, man. I'm doing good. Thank you for having me. No problem. Thank you for being there. Just a few days away now from your big fight against Donald Cowboy Cerrone. How was the camp going out? I was mostly the weight cut going a few days away. I'm feeling great. I'm feeling really good. Everything's on point. When I got this fight, I was like 6 weeks out for a 5-round main event. It's a little short notice, or so I thought at the time. And I sell real estate on Long Island as well, and I had a bunch of deals that were at the point where I really needed to be available to work on that, work on some things, inspections and stuff like that. So I was a little stressed out at the beginning of the camp, but about a week ago, I had a great sparring session, and Ray Longo, Matzo, like, man, I wish the fight was tomorrow. You're in shape, you're ready to go, and I felt, just so ready. So it's crazy how things kind of worked out. I just put my head down and got in the gym, got training hard, and I'm more than ready for this fight. The last week has been just maintenance work, getting my weight down, making sure I'm as healthy as possible, and just really feeling great.
Amazing. Looking forward to it. You seem very confident for this fight. And you said in another interview that you wanted to finish it in the first round. That's your goal this weekend. So, what gives you so much confidence against a tough opponent like Donald Cowboy Cerrone? Well, I mean, that's always the goal. The goal is always to go in there and win the fight flawlessly and easily. I never really understand when people are like, their goal is to be fight of the night. Like, oh, this is a great fight. It's going to be fight of the night, because it's not. I mean, if you fall short of that, you're not looking too good. You know what I mean? So my goal is to go in there, make it look easy, make it look flawless. I'm more than capable of doing it, but I'm also prepared for a 5-round war, and I think that the longer the fight goes, the more it'll favor me. I'm really looking forward to it. And you look very. You seem very confident. You seem laser focused for this fight. Have you always been like that, or maybe it's with age or experience that you become more and more confident out of a fight? Yeah, I think a little of both. I think I've always kind of been this way, but definitely as you get older and more mature, you figure things out that you may not have figured out in the beginning. So I'm definitely feeling like I'm firing on all cylinders. Everything's coming together. I had years and years where I was just like laid off. I had fought maybe 90 seconds in 4 years before that Khabib fight. But now I'm just rolling one fight into the other, just building upon my last performance, and it's coming together. Going back to what you said earlier, you thought it was a bit short notice, 6 weeks ahead for a big fight like that. What made you accept this fight? Is it the big name? Is it the main event thing? What was it? Yeah, it's a little of both. You know, this Okay. is a huge fight I've never fought in Canada before, so coming to Canada's capital and being afforded the opportunity to kind of explore during fight week. Yesterday we went to the National Art Gallery here in Ottawa, and hopefully either tonight or tomorrow I'll be able to get to the Parliament and kind of check out the Parliament. I heard there was a war museum. And I mean, it seems like you guys don't really do too much war, so I'm looking to see. You seem like a pretty peaceful country, so I'm looking to see some history and kind of educate myself a little more on your history, really. And we got the open workouts tonight. There's going to be a bunch of war veterans there, so I'm looking forward to meeting with them. And it's just going to a new place, exploring is always fun. That always adds into the equation. If it was somewhere where I didn't want to be or didn't want to travel, that always plays into it. But I think this is an awesome opportunity to explore a place where I may never have come to if it wasn't for fighting. I was offered the fight against a legend of the sport, and it's a fight that you got to take. It's a fight that you really dream of growing up watching him, even before I was really in the sport. I knew that even though it was a little shorter notice than I would have liked, I'm fully confident that I was going to really put my head down and work hard and get to where I needed to be, which I more than did. You won 6 of your last 7 bouts. Do you feel at your age right now, where you are in your career, you at the peak of your career? You seem to be thriving these days. Yeah, I'm definitely feeling good. I feel strong. I feel experienced. I feel young. I feel great. I feel like everything's coming together right at the right time, for sure. And it seems to me that a year ago your loss against Khabib Nurmagomedov, even though you lost that fight, you gained a lot of fans, and maybe you won something during that fight. Correct me if I'm wrong, but nobody expected you to hang in there with Khabib, and you did good given the circumstances. Do you feel you won something that night in Brooklyn? Yeah, I think I definitely got a lot of respect from a lot of people that may not have had me on their radar. I think that put me on the radar and definitely impressed a lot of people, including the UFC. The UFC, I think, really got behind me after that. They realized that
I'm definitely an asset to the company, and I'm a tough fighter, strong fighter. I'm a New York fighter through and through, and I think they need somebody like me on this roster. And I think that it's been good. It's been good since then. I think a lot of guys, they fight Khabib and they end up getting. It's almost like it sends them into a downward trajectory that it takes something from their soul, but that definitely did not happen to me. If anything, it motivated me and it made me stronger, and just got me reignited everything, and that parlayed right into that Kevin Lee fight, which will parlay right into this one. It's interesting that you talk about your relationship with the UFC. They got behind you after the Khabib fight because you don't want to be bullied by your bosses and by the UFC brass. How is the relationship right now with the UFC? You want to talk about it? Yeah, it's pretty good, man. I mean, I have a great rapport with Hunter Campbell and Sean Shelby. Oh. I went out to Vegas, me and my father met with them, and I had dinner, had a few drinks, and really just got to know each other. I think they understand where I'm coming from and why I was kind of upset in the past, and I understand what they expect of me, and I think there's just an understanding and a good working relationship right now. So it's definitely the best it's ever been. Obviously, there's still some things that I think we can work on, but it's great. Because I know you've been a critic of what happened with recently Greg Hardy, who was a co-main eventer in his second fight. In fact, it was a co-main event in his first fight in the UFC. I think he has a lot of he is advantaged by the company in some ways. Will you continue to be vocal about these issues and try to defend fellow fighters who have to get their way up through the ladders? Yeah, I don't really know any other way. You know what I mean? I can't hold. I tried to hold back, but I can't. I gotta speak when if something bothers me, I let it go, and that's what. I think that's why the fans kind of get behind me, is that I don't pull any punches. I don't hold back, and I think everyone agrees with me. So I think that I could have saw that happening before it happened, and afterwards there was a little bit of they saw that probably wasn't the right direction to go. And it's the second time in a row now with this guy, but I mean I heard him on the UFC Unfiltered podcast, and he definitely sounds like he understands the sport. He's a world class athlete, and I just think that he's taking the advantage, and he should. You know what I mean? It's more on the UFC that I think that they could be promoting the entire situation better, and I think that he could be used. He could be used as a real asset, and now I think he's kind of. The last two fights weren't great the way they were. The fans should be getting behind him a lot more, and I think that the way that he's been promoted isn't great. But they're going to do what they want to do, what they think is the best for the company and for the sport. But I got to disagree. Right, I get it totally, and I hope he's gonna face a tougher opponent in his next bout. That's for sure. And for yourself, now that the relationship is good with the UFC, because we know a few years ago you didn't fight very much, and now that you're able to fight more often, do you feel it's helping you physically and mentally just to keep that grind, to keep that mentality of being a fighter, instead of being a year away from the sport? Absolutely. It's just I'm keeping my head in the game. I'm constantly evolving, constantly building, getting better. I think that this is the way it's supposed to be done, and I'm glad that I'm in the position I'm in to be able to do it. And lastly, about against Cerrone this weekend, in his last time out, Alexander Hernandez
started very strong, tried to impose his rhythm right away, and Cowboy managed it and came back strong in the second round. Do you feel that you'll need to have a strong beginning of the bout, or do you expect a chess match between you two? I could see it going either way. I think that Alexander Hernandez he's a young up-and-coming guy, but what he lacked was that experience, and I think that's going to be the difference in the fight. Is I've been in there 5 rounds with 2 of the best guys in the UFC, 2 of the most skilled guys in the UFC. So I know that 5-round fights are to my advantage, and I think that no matter how it goes, I'm getting my hand raised. Looking forward to this fight. Al, thank you very much again. Enjoy your visit of Ottawa. Change your mind before the big fight on Saturday. Thank you very much. Thank you so much. I appreciate it. No problem. Good luck. Bye-bye. You got it. Thank you. Bye. Donc, Al Iaquinta, Pat, qui a l'air assez motivé. Honnêtement, là, je pense qu'il est content d'affronter Cerrone. Il l'a dit, c'est une légende vivante, ce gars-là. Un gars qui... il a parlé au début de l'entrevue, il dit 6 semaines, c'est un peu court pour un combat de 5 rounds. Je partais de loin un petit peu. Je me sentais pas nécessairement super bien en début de camp d'entraînement, mais plus le camp avançait, plus j'étais motivé. Et le fait d'affronter Cowboy Cerrone, c'est un gros défi quand même pour Iaquinta. Je serais quand même surpris que ça se rende à 5 rounds avec les 2 combattants, mais quand même, Iaquinta revient de 2 combats consécutifs de 5 rounds. Donc, il y a quand même de l'expérience. Les 2 derniers combats ont été à 5 rounds. Fait un 5 rounds avec Nurmagomedov, ça, c'est pas rien. Il a gagné 6 de ses 7 derniers combats aussi. Donc, c'est sûr qu'il arrive de là avec pleine confiance, même s'il a perdu le combat face à Nurmagomedov. On se souviendra du contexte avec ce prix de combat à 24 heures d'avis. Donc, on s'entend, là, pas grand monde qui aurait levé la main pour aller se battre contre Nurmagomedov à 24 heures d'avis. Donc, c'est quand même un combat qui lui a donné beaucoup, beaucoup de confiance. Il l'a dit dans l'entrevue. Je lui ai posé la question. J'ai l'impression, oui, tu as perdu le combat, mais tu as gagné autre chose. Tu as gagné une certaine notoriété. Puis il l'a dit, j'ai gagné le respect de l'UFC. Ils ont compris finalement que j'étais un gamer, un combattant de l'élite. Il a tenu son bout contre il était un aspirant considéré. Oui, c'est ça, exact. Et depuis ce temps-là, il est dans le top 5 de la division. Donc, même s'il a perdu ce combat-là, il en est quand même sorti gagnant. Donc, il le sait maintenant. Il dit que sa relation avec l'UFC est meilleure qu'elle l'a jamais été. Il va se battre pour la 3e fois en 13 mois. On sait qu'auparavant, il avait été sur la touche pendant 2 ans. Pas juste à cause de blessures, mais à cause que l'UFC ne le payait pas assez. Il a toujours été très vocal envers le fait que les compensations pour les combattants étaient insuffisantes. Il l'est encore, mais je pense que sa relation avec l'UFC semble au beau fixe, en tout cas, et la meilleure qu'elle l'a jamais été. Là. Ben, tu t'en souviens comment ça a commencé? C'est quand il avait envoyé promener toute la foule qui le huait parce que le combat avait été ordinaire. Puis là, finalement, il a envoyé des fingers à tout le monde qui était là-bas, tout le monde qui était dans la foule. Il les a envoyés promener. Et là, c'est sûr et certain, Dana White est sorti de là. Il dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas envoyer promener des fans qui payent pour venir te voir performer. Et ça avait parti un peu de là, la mauvaise réputation, mais la mauvaise relation avec l'UFC. Et là, ça a comme un peu dégénéré. Mais là, finalement, ça semble être replacé au beau fixe. Alors, on lui donne une belle vitrine, sérieusement, là, de se battre contre Cerrone à Ottawa pour le main event. Et il a tout à fait raison. Il va se battre contre une légende. Hein. Cerrone, ça va être son 33e combat dans l'histoire de l'UFC. Ça n'a pas de bon sens. Là. Sérieux, il est vraiment, vraiment très, très actif. Puis, tu sais, Donald Cerrone, on le sait, là, même s'il ne devient pas champion du monde de l'UFC, il s'en va directement au temple de la renommée. C'est une légende des arts martiaux mixtes. Oui, puis il n'a pas fini encore. Il nous l'a dit en entrevue il y a quelques semaines qu'il voulait continuer à se battre. Donc, bref, Iaquinta ne pouvait pas refuser, même s'il trouvait que c'était un petit peu dernière minute, à 6 semaines d'avis, il ne pouvait pas refuser ce combat-là. Mais là, finalement, plus le camp avançait, plus il était en forme. Puis il disait, j'aimerais ça que le combat soit maintenant. Là, je sens que je suis prêt présentement. Il sent au sommet de son art également. Iaquinta, 32 ans. Il n'a pas été, comme on le disait, super actif dans les dernières années, mais 6 victoires à ses 7 derniers combats. Il dit qu'il se sent jeune, il n'est pas trop magané, il se sent jeune, il se sent fort dans le gym à Serra-Longo. C'est un excellent gym, une excellente équipe également. Il dit que ses partenaires d'entraînement sont incroyables.
Il dit, je pense que tout arrive, à 32 ans, tout arrive à la bonne place au bon moment pour lui. Là. Je pense qu'il connaît. Puis il y a de très bonnes performances. Contre Lee, c'était impressionnant aussi. C'est très, très impressionnant. Tu mentionnais, il n'a pas été super actif. En 2016, il s'est pas battu du tout. 2017, une seule fois. Donc, il y a eu des blessures. Il y a eu, encore une fois, la relation avec l'UFC, on l'a boudé un petit peu. Mais là, il est content d'être de retour actif. On sait qu'il est real estate. Il est agent d'immeuble. Il est agent d'immeuble aussi. C'est vrai. Puis il disait qu'il gagnait mieux sa vie en étant agent d'immeuble qu'en combattant de l'UFC. Ça, l'UFC n'avait pas vraiment aimé ça. Mais comme tu l'as mentionné, il s'est jamais gêné pour dire ce qu'il pensait. Puis encore une fois, bien, il l'a dit. Mais là, on dirait que la relation semble bien. À quel genre de combat faut s'attendre selon toi? Parce que, bon, Iaquinta, c'est un gars qui a un background de lutteur. Au sol, il peut être bon. Mais dans ses derniers combats, on ne l'a pas vu beaucoup essayer d'amener les combats au sol. Plus essayer de boxer, de brawler, entre guillemets, de créer des guerres. Si tu embarques dans une guerre avec Donald Cerrone, il y en a beaucoup plus qui sont sortis perdants de guerre contre Donald Cerrone qui sont sortis gagnants. Là. Je confirme. Tu confirmes. Mais écoute, quand tu regardes ça, les trois derniers combats qui s'est battu contre, c'est des trois lutteurs incroyables quand même. Là, Diego Sanchez, Nurmagomedov et Kevin Lee. C'est pas des gars qui sont faciles à amener à terre. Il reste que c'est un bon lutteur, c'est un super bon boxeur aussi quand même. Il y a une boxe quand même à point. Du côté de Cerrone, plus d'outils au niveau de la boxe taille. Donc, il y a plus d'outils avec les pieds, les genoux, les coudes et tout le kit. Il est super précis, Cerrone aussi. Je pense à Iaquinta a mentionné dans l'entrevue aussi qu'il voulait partir le combat super rapidement. Donc, il voulait mettre de la pression rapidement. Ça a été une des faiblesses de Cerrone d'être un slow starter pendant plusieurs années. Et souvent, c'est ça qui lui a coûté des combats d'importance. Et là, ça semble être un petit peu réglé, ça, quand même. Mais il reste que, aussitôt que tu débordes tôt, Cerrone, on dirait que là, il tombe sur les talons. Si tu le laisses aller vers l'avant, il va te manger tout rond, là. Mais c'est ce que j'ai demandé à Iaquinta. Cerrone est reconnu, comme tu l'as dit, pour ses débuts un peu lents. Il a dit, je suis prêt à toute éventualité, je suis prêt à... faut que je commence fort, oui, mais je suis prêt à une guerre de 5 rounds également. Le but, c'est de le finir le plus rapidement possible, mais c'est pas un petit test non plus, donc ça se peut que ça aille 5 rounds. Puis il a quand même dit que Hernandez, au dernier combat, Hernandez contre Cerrone, Hernandez était sorti très, très fort, avait essayé d'appliquer beaucoup de pression, et Cerrone, très intelligent, la sagesse du vieux renard, là, il a fait laisser passer la tempête, puis après ça, il est revenu fort au deuxième round pour finir le combat. Donc, oui, c'est une chose d'avoir un bon premier round, mais si Donald survit au premier round, ça se poursuit par la suite. Tu as fait raison, sauf qu'à 155 livres, Cerrone, c'est là qu'il a eu le plus de succès dans sa carrière. Vraiment, c'est là qu'il s'est le plus rapproché d'un combat de championnat du monde. Il était très, très prêt. À toutes les fois, il a échoué de se placer dans une position d'aspirant obligatoire. Mais il reste que Cerrone, on l'a eu en entrevue ici, c'est YOLO. Il va, puis il va se battre contre n'importe qui est en avant, puis il va donner un bon show. Écoute, mais Iaquinta, il faut qu'il s'attende à avoir mal. Tous les coups que Cerrone lance, ça fait mal. Il y a des tibias en métal, ça fait mal. Mais il faut que tu sois prêt à souffrir. Mais je pense à Iaquinta, lui, c'est un gamer, il est prêt à souffrir. C'est un combattant, il mord dans son mouthpiece puis il va par en avant. C'est pas le gars le plus talentueux, mais il est prêt à la guerre. Oui, exactement. Mais il y a quand même une boxe. Moi, je trouve qu'il y a une bonne boxe. C'est pas une boxe super propre, mais il y a une bonne boxe. Il touche la cible, puis il va mettre beaucoup de pression. Il va être prêt à aller à la guerre pour placer sa shot à lui. Donc, c'est ça l'important. Puis face à Cerrone, avec son historique, ben c'est là qu'on va voir c'est quoi qui va arriver, parce qu'on l'a déjà vu, quand il commence à reculer tôt dans le combat, de la misère à s'ajuster. Au niveau des statistiques, je regardais, les deux ont des statistiques offensives et défensives pratiquement similaires. On touche la cible, on se fait beaucoup toucher des deux côtés, on touche la cible beaucoup également. Ce ne sera pas un combat défensif cette fin de semaine. En tout cas, on l'espère. C'est ça. Selon ce que les chiffres nous disent et l'historique des deux combattants, ça devrait être assez intéressant. Ouais. Rapidement, on va parler de Teodoro contre Brunson. C'est quand même la demi-finale. Deux combattants dans le top 15 des poids moyens à 185 livres. Le plus gros test de la carrière de Teodoro. Peut-être Thiago Alves là, a été... pas Thiago Alves, Thiago Santos a été peut-être son plus gros défi. Mais au niveau du classement, là... J'ai de la misère à expliquer le style à Elias parce que c'est son style à lui. Je peux dire qu'il est tout croche, puis c'est vrai, mais ça marche bien pour lui. Il y a pas... Admettons, tu regardes Teodoro, c'est pas ça que tu vas enseigner. C'est tout sauf ce que lui, il fait. Mais ça marche bien pour lui. Puis Teodoro, c'est un...
sais, je me suis entraîné souvent avec, je m'entraîne souvent encore avec. C'est un ami, c'est un cheval. Il est jamais fatigué. C'est un grinder. Il est toujours dans votre face. C'est peut-être pas le combattant qui est le plus spectaculaire. Il va faire des finishes incroyables, mais il va t'épuiser. Il va toujours être là, toujours être là. Il est fatigant. Puis Bronson, on l'a déjà vu. Il a fait des super bonnes prestations, comme il a déjà eu l'air vraiment fou dans des combats. Donc, dépendamment lequel qui va se présenter. Tu sais. Ouais, exact. Bronson, ça a également un bon background en lutte. Là. Un gars qui frappe fort, quelques KO à son actif, là, quand même 11 KO en 18 victoires. A perdu contre des gros noms. Tu sais, ses défaites, là, Israel Adesanya, où il avait comme un peu oublié de se présenter, j'ai l'impression. Ouais. Ronaldo Salsa, Jacare, Anderson Silva, Robert Whittaker, Yoel Romero. Je veux dire, tu sais, au niveau de l'expérience, puis au niveau des combats d'envergure, il faut quand même donner l'avantage à Bronson. 100%, mais tu sais, si... où ce qui est rendu, là, Théodoro, il est rendu à avoir un combat comme ça. Je veux dire, il est rentré, là, il est 14e, je pense. Là. Donc, il est rendu à avoir un combat de cette importance-là pour vraiment se savoir ou justifier où ce qui est rendu dans le top 15 mondial. Puis je pense que Derek Bronson, dans ceux qui étaient disponibles, je pense pour lui, c'est le meilleur le meilleur adversaire à avoir pour lui présentement. Là. OK. Au niveau du style, justement, un adversaire prenable. Exactement, prenable. Au niveau, tu parles des adversaires qu'il a affrontés aussi. Tu sais, c'est de l'expérience. Là. Donc, tu vas affronter un gars qui a affronté des champions du monde, qui a affronté des gars qui sont dans le top 3 mondial. Donc, c'est sûr et certain. Et si Elias sort de là avec une victoire, là, écoute, du point de vue confiance, là, dans le tapis. Non, effectivement, tu as bien raison. Mais bon, on dit souvent qu'Elias, c'est le spécialiste de la décision. C'est un gars qui prend pas beaucoup de risques. Il dit souvent, tu sais, c'est un mannequin aussi dans la vie. Là, il dit faut que je protège. Il m'a dit ça. Faut que je protège mon visage. C'est mon outil de travail. J'ai de la misère avec ça. Mais je comprends, mais j'ai de la misère avec ça. Tu sais, le monde chiale, mais il va tout le temps à la décision. C'est vrai. Mais le but, là, dans ce sport-là, c'est de gagner. C'est de gagner. Je comprends. C'est peut-être pas lui qui va avoir les bonus de la soirée de 50 000. Peut-être pas lui qui va vendre le plus d'étiquettes si on le met... ça m'étonnerait qu'on le mette main event. Mais si on le met dans un combat d'importance, c'est pas lui qui va avoir des pay-per-view points pour attirer des ventes de pay-per-view. Mais, bottom line, il gagne ses combats. Le plus important. C'est ça le plus important. Puis, tu sais, ceux qui chialent, ben entraîne-toi, puis va le battre. Tu sais, à un moment donné, on sait c'est quoi son style. Si tu ne l'aimes pas, ben regarde-les pas. Tu sais exactement, ces 6 derniers combats, ça a toujours été la même chose. Donc, tu sais à quoi t'attendre avec Elias. Exact. Et il mérite sa place en demi-finale parce que le combattant canadien le mieux classé à l'UFC présentement. La sous-carte qui va également mettre en vedette plusieurs Canadiens, notamment le Québécois Ayman Zahabi, on le disait d'entrée de jeu, qui revient... premier combat en 18 mois depuis le KO percutant qu'il a subi à l'UFC 217 en novembre 2017 à New York, en sous-carte de Georges Saint-Pierre. Ça a pris du temps. Vous allez entendre un Ayman Zahabi extrêmement heureux d'être de retour dans l'octogone. On a le plaisir d'avoir au bout du fil maintenant le Québécois Ayman Zahabi qui va faire un retour très attendu dans l'octogone cette fin de semaine du côté d'Ottawa. Il va affronter Vince Morales. Premier combat en 18 mois pour Ayman Zahabi. Tout d'abord, Ayman, comment ça va? Ah, ça va très bien. Je suis excité pour le combat. Oui, on comprend. Nous autres aussi, on a hâte de voir parce qu'un an et demi, c'est long. On sait ce qui s'est passé du côté de New York la dernière fois. À quel point tu as hâte justement de revenir dans l'octogone après cette si longue attente? Je pense qu'elle a été un petit peu plus longue que tu pensais. Hein? Oui, beaucoup plus longue. J'ai essayé d'avoir un combat en juillet après mon KO. Puis ça n'a pas marché parce que mes enfants étaient nés cette mois-là. Puis on a décidé de ne pas le faire parce qu'on pensait que je ne dormirais pas assez. Puis ça serait dur avec 2 enfants et tout ça. Donc on a cancellé le combat. Comme j'ai dit non à un combat. Après ça, en octobre, ils m'ont offert un combat en 2 ou 3 semaines, short notice. Puis, je pourrais faire le poids, mais mon frère ne voulait pas que je prenne le risque ou couper le poids va comme me faire performer moins bien que d'habitude. D'habitude, je prends au moins 1 mois pour couper le poids. T'sais. Donc, j'ai eu des opportunités, mais ça n'a pas marché avec ma vie, my personal life, les affaires qui se passaient dans ma vie. Donc, mais je suis content de me battre maintenant parce que j'ai pris ces 18 mois pour m'améliorer en jiu-jitsu, la lutte, striking, mon conditionnement physique, ce que je mange. J'ai beaucoup amélioré des affaires. Est-ce que psychologiquement, tu t'attends à ce que
avoir une petite inquiétude peut-être dans l'octogone? J'imagine que tu as fait du sparring, tout ça, mais c'est pas pareil comme un vrai combat. Là. Quand tu vas retourner dans l'octogone de l'UFC, après ta première défaite, un KO percutant, est-ce que tu as des petites inquiétudes à ce niveau-là? Il y a toujours de ces sentiments-là, mais moi, j'adore me battre. J'adore ça. Je pense que pour moi, c'est ma chose favorite à faire dans ma vie. Il n'y a rien d'autre que j'aimerais faire. Donc, je suis plus excité que peur. Okay. Et quand je dis ces affaires-là comme à Georges, il pense que je suis fou. Il pense que je mens à moi-même. Mais pour moi, c'est ça. C'est mon attitude. C'est comme ça que je le vois. C'est une opportunité à performer devant le monde pour leur montrer comment je suis bon, comment j'ai travaillé fort pour ce combat-là. Donc, je suis plus excité que j'ai peur, mais c'est sûr que j'ai un peu peur. Et les 3 premiers mois, quand j'ai retourné au gym, pour ma confiance n'était pas là. Je dirais que j'avais comme 60% de ma confiance que j'avais avant le combat. Mais durant l'année, et m'entraîner et revenir plus fort, maintenant, je suis à 100%. Je pense que je suis plus confiant qu'avant mon combat à Madison Square Garden. Pour finir sur ce sujet-là, bon, tu as été blessé sérieusement à la tête. En fait, ça a été quoi les blessures que tu as subies en novembre dernier? Mais c'est sûr que j'ai eu une commotion cérébrale, mais je me suis fait tester par 2 docteurs différents. Puis les 2, ils m'ont dit que j'ai eu une commotion cérébrale minime. C'est pas quelque chose de gros parce que j'avais pas de symptômes. Ils ont pris des CT scans, des X-rays, des MRI. Ils m'ont tous fait des examens. Puis j'ai passé bien. Et j'avais vraiment pas de symptômes d'autres que je me suis fait KO. Je me suis fait endormi, you know? Puis mon entraînement, mon récupération de ça, ça tout passé bien. Donc, je suis pas peur. C'était la première fois dans ma vie où j'ai fait KO, où j'ai tombé, où je me fait rock ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une chose qui arrive, mais ça me donne pas trop de doute. Maintenant, tu vas pouvoir passer à autre chose là, avec finalement ton premier combat depuis ce temps-là contre Vince Morales. C'est un gars qui a une fiche de 8 victoires, 3 défaites, mais il a perdu 2 de ses 3 derniers combats. Est-ce que tu as l'impression que c'est quand même un bon adversaire, un adversaire prenable là, pour ton retour dans l'octogone? Oui, je dis, de ce côté-là, oui. Du côté qu'il y a une forte main droite, non. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, il a mis beaucoup de gars sur leurs fesses avec sa main droite. Il n'y a pas comme un punch KO power, comme il ne knock pas complètement avec un coup, mais il leur rock, il leur fait s'asseoir. Donc, je fais très, très attention à sa main droite. Mm-hmm. Il a aussi une très bonne crochet gauche. Dans son combat dans Contender Series, il s'est fait rock, mais après, il a fait tomber le gars avec un crochet, puis il a presque fini. Donc, je sais qu'il y a un peu de force dans ses mains, puis je fais attention de ça. Et une assez bonne lutte où il défait des takedowns. J'ai pas vu trop qu'il a amené les gars au sol, mais je m'attends à tout. Tu sais, je m'attends qu'il lance un spinning elbow, ce combat-là. Ouais. Ça serait de bonne guerre, en fait, de l'essayer, hein? Ouais, c'est sûr, il va l'essayer. Toi, tu as travaillé beaucoup sur ton jeu au sol, justement. Parle-moi de l'entraînement. Je pense que tu as mis vraiment beaucoup d'efforts. Tu as fait énormément de sacrifices, là, aller t'entraîner à New York pour à la Gracie Academy. Ça a été quoi les derniers mois là, au niveau de ton entraînement en Jiu-Jitsu? Je suis tellement chanceux d'avoir accès au Renzo Gracie Academy et John Danaher et les gars-là, parce que moi, je conduisais là, ce dimanche. Puis lundi matin, je me réveillais à 5h30 et on faisait une autre route de 1 heure parce que Nicky habite loin du gym. On faisait 1h30 de route. On arrive là comme 7h30, 8h le matin. On s'entraîne encore à midi. Peut-être je m'entraîne une 3e fois, puis après je conduis à la maison. Puis je roulais avec des ceintures noires là qui sont vraiment, vraiment bons en jiu-jitsu. Pas comme des gars d'MMA, mais des gars qui se spécialisent en jiu-jitsu, puis ça monte la vitesse. Je pense que maintenant, je pense plus vite au sol que je pensais avant. Tu sais, je suis plus capable de solve problems, de régler des problèmes qui m'opposent sur le sol plus vite qu'avant, et je me suis plus dangereux qu'avant. Là, Vince Morales ne parle pas français, donc il n'écoutera pas notre entrevue. Est-ce que tu peux nous le dire? Est-ce que l'objectif et le plan de match est d'aller au sol, puis justement de montrer que ton jiu-jitsu est supérieur que ce gars-là? Oui, c'est sûr que c'est dans mes plans. J'aimerais ça, mais pas tout de suite trop tôt dans le combat. OK.
je veux le filer un peu, puis je veux qu'il oublie que je veux shooter. Tu sais. Je veux lui faire penser que je veux garder ça debout, garder ça debout, garder ça debout. Et éventuellement, je vais l'amener au sol, puis j'aimerais ça le soumettre pour ce combat-là. Je pense qu'il a perdu 2 fois par soumission déjà en plus. Est-ce que tu as l'impression qu'il peut être, tu sais, que c'est vraiment une de ses faiblesses en fait, ou un truc que toi tu peux exploiter? Oui, c'est ça. C'est exactement ça que je pense pour ce combat-là. Et pas juste que c'est juste une faiblesse, mais je trouve que aussi que il tape pas pour rien non plus. Il faut que tu l'endormes. Okay. C'est un gars qui est très tough mentalement, puis il y a beaucoup de cardio et tout ça. Donc, je pense aller plus pour comme un étranglement que n'importe quoi, parce que si je le prends en soumission, je vais lui mettre out. Je veux pas qu'il ait une chance de survivre. Je comprends. Ouais. Je pense que c'est une bonne approche, surtout si l'adversaire a, comme tu dis, beaucoup de courage, un gros cœur, puis il va pas abandonner. Donc, faut que tu sois prêt à toute éventualité. Oui, exact. Il y a d'autres Québécois qui vont être sur cette carte-là. Marc-André Barriot va faire ses débuts à l'UFC également. Toi, tu vas être là. Charles Jourdain, je ne sais pas si tu as vu, va faire ses débuts à l'UFC dans 2 semaines également. Olivier Aubin-Mercier devrait revenir dans les prochaines semaines aussi. Je me trompe ou c'est un bon moment pour le... Ben, en fait, il nous avait dit qu'il voulait prendre une pause de 6 mois. Il n'y a pas de combat d'officialisé, mais on s'attend à le revoir éventuellement, Olivier. Mais trouves-tu que c'est une bonne période pour les Québécois dans l'UFC, même si Georges a pris sa retraite dernièrement, mais la relève est là quand même, c'est intéressant? Oui, c'est très intéressant, puis je suis content de ça, parce qu'il y avait, quand moi j'avais comme 25 ans, il n'y avait presque rien qui se passait pour les gars des Québécois, parce qu'il n'y avait pas de promotion, c'était dur d'avoir des combats, personne ne voulait nous amener à d'autres places pour faire des combats, c'était très dur, mais maintenant on voit que là on monte internationalement, on est partout. Je suis content de ça, je suis fier des Québécois. Est-ce que ça met un petit peu de pression quand même que Georges soit parti? Puis là, tu sais, au Québec, on a été gâtés quand même parce qu'on a grandi en regardant Georges. Un des plus grands champions, sinon le plus grand. Ouais, mais tu sais, Georges a mis la barre très haute là, pour vous. Là, tu sais, c'est bizarre. Les gens qui suivent moins ça un petit peu s'attendent à ce que d'autres Québécois deviennent champions demain matin, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu ressens une certaine pression quand même à ce niveau-là? Ou? Non, personne ne peut mettre plus de pression sur moi que moi. Non, ok. Moi aussi, j'aimerais être champion cette année, j'aimerais ça bien sûr, mais c'est dur, ça n'arrive pas si vite que ça. Mais moi, je pense qu'il y a une chance que si je gagne 3-4 combats, si je finis 4 combats cette année, peut-être je peux être dans le top 10. Il y a un gars dans mon catégorie de poids, son nom c'est Peter Yan. Ouais. Je pense qu'il est dans l'UFC, ça fait 8 mois. Il a fait 3 ou 4 combats, je ne suis pas 100% sûr, mais il est déjà dans le top 10. Ça prend du temps, mais aussi pas beaucoup de temps dans l'UFC. Ouais, c'est toujours une chance de faire quelque chose. Tu sais. Si la compagnie t'aime, puis tu fais des belles performances, puis il te donne des opportunités, puis tu es capable de les saisir, ça peut aller vite. Là. Il va s'affronter Jimmy Rivera. Je pense que c'est au mois de juin, ça va être son 5e combat en 1 an, là, exactement. En 12 mois, 5 fois dans l'octogone, c'est beaucoup. Mais évidemment, la compagnie semble beaucoup l'apprécier. Ça va qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, toi, pour avoir autant d'opportunités, puis avoir autant de chances de monter dans l'octogone. Tu dis 4 fois cette année, est-ce que tu penses que c'est possible de pouvoir gagner ta place sur 4 galas cette année? Moi, j'aimerais ça me battre maintenant, me battre en juillet, me battre en décembre, 3 fois comme avant l'année finie. Et comme 1 an d'aujourd'hui, j'aimerais faire 4, c'est sûr. Mais 3 avant la fin de l'année. J'aimerais ça 7 samedi, juillet ou septembre. Excuse-moi, ou septembre et après décembre. J'aimerais ces 3 combats-là. Bang, 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 puis je suis comme poche au top 10. Est-ce que tu penses qu'il faut que tu gagnes, non seulement que tu gagnes, mais que tu gagnes de façon aussi spectaculaire pour justement faire écarquiller les yeux des matchmakers, Sean Shelby, pour qu'ils disent « Ah, on a besoin d'un poids coq, on va appeler Eman Zahabi, on sait qu'il va donner un bon show. » Oui, mais moi, je le fais pas pour eux, je le fais pour moi-même aussi, parce que moi, je m'entraîne pour avoir je veux le finir. Je m'entraîne pas pour avoir une décision. Moi, je suis un gars qui n'aime pas avoir des décisions, j'aime pas être partie des décisions, j'aime finir les combats. Je veux faire des soumissions, je veux faire des KO, je veux gagner partie KO, je veux finir les combats le plus beau possible, mais c'est à cause de moi. Moi, je suis un gars qui, je trouve que c'est mon art, tu sais. C'est comme si je peins des cadres, mais au lieu de ça, je fais des combats, mais je veux finir des gars. C'est pour finir les combats. On va parler de ta petite famille. Tu l'as mentionné un petit peu plus tôt. Tu as eu deux jumelles au courant de l'été dernier. Félicitations, c'est pour parler depuis ce temps-là. Ça change une vie.
Mais je pense que toi, ça te. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, OK, ben maintenant, j'ai plus juste moi à m'occuper, j'ai mes enfants, il faut que je fasse attention à ma santé, surtout et tout ça, surtout dans le métier que tu pratiques. Là. Mais je pense que toi, ça te motive encore plus, justement, à te battre plus souvent. Oui, comment ça a changé exactement ta vie? ça. Non, mais je veux gagner pour eux, c'est une autre motivation, puis je veux leur donner la meilleure vie possible, puis dans l'UFC, maintenant, mon contrat, c'est mon premier contrat, mais en gagnant des combats, je peux faire de l'argent. Il y a de l'espoir pour faire plus d'argent dans ma carrière. Si je continue à gagner et si je finis les combats comme je suis motivé à faire déjà avant qu'ils étaient nés, ça va m'aider aussi. Puis je vais faire tout ce que je peux faire pour leur donner une meilleure vie. Je veux te parler en terminant, Eman, si tu veux bien, de ce qui s'est passé avec Rory McDonald la semaine dernière du côté de San Jose. Rory qui s'entraîne avec vous au TriStar. Puis ses commentaires ont vraiment fait le tour du monde parce que c'est rare qu'on voit un combattant dire je suis plus sûr que j'ai l'envie et le désir de frapper d'autres personnes pour gagner ma vie. Est-ce que c'est un sentiment qui t'a déjà traversé l'esprit? Est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Pour moi personnel, j'ai jamais eu cette pensée. Okay. Pas encore, parce que pour le moment, j'adore me battre, je suis un gars très gentil, je suis très gentil avec tout le monde, mais dans la cage, je suis là pour la violence, je suis là pour gagner. Mais j'ai déjà entendu parler des gars qui sont plus proches à la fin de leur carrière, ils pensaient comme ça, t'sais. Ça fait 14 ans qu'il est un combattant professionnel. Il en a vu des combats, il en a fait des combats, il en a passé des camps d'entraînement. Donc, c'est pas fou ce qu'il dit parce qu'il a vécu beaucoup de choses dans la cage. Ouais. Mais pour moi, je suis pas sûr que lui est sûr dans sa décision. Il est comme à un crossroads. Il n'a pas encore décidé. Puis, on va voir qu'est-ce qu'il pense. On va voir qu'est-ce qu'il veut choisir. Mais peut-être dans 1 an, peut-être dans 6 mois, il va pouvoir finir. Peut-être juste après le tournoi, il va arrêter. Oui, exact. Il a mentionné qu'il voulait continuer le tournoi. Là, donc, mais je dirais que aussi, dans l'UFC, il y a Demian Maia qui dit qu'il veut gagner sans faire mal à ses adversaires. Mais je ne sais pas si c'est de la même façon. Parce que lui, il veut les soumettre, mais sans les frapper. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est la même chose ou non, mais il y a des gars qui pensent comme ça. Ça peut fonctionner dans une certaine mesure, mais on a vu que ça avait des limites. Là. Demian Maia, quand il arrive contre un gros cognard, puis un gars qui est bon pour se défendre au sol, il n'a pas le choix de se battre debout non plus. Là. Tu peux pas te battre juste à moitié dans l'octogone parce que ça devient dangereux pour toi-même, non? Non, c'est sûr. Mais juste, je dis comme il y a d'autres gars avec ce pensée-là. Comme juste à faire une comparaison. Mais... Oui, exact. Eman, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Tu te bats dans quelques jours. Tu as l'air très en confiance. Je suis content d'entendre ça. Puis on a vraiment hâte de te voir sur les ondes de RDS 2 cette fin de semaine. De retour dans l'octogone. Je te souhaite bonne chance contre Vince Morales. Merci beaucoup. Merci, Eman. Bon, Pat, Eman Zahabi qui a hâte de revenir, puis qu'il y a des projets d'avenir. Oui, sa carrière a été mise un petit peu sur les lignes de côté pendant plus longtemps qu'il l'aurait souhaité. Il explique qu'il a refusé des combats. Il explique que le timing n'était pas bon parce que à cause de la naissance de ses 2 enfants. Quand même, le gars, il a quand même eu des jumelles. Là, je veux dire, il fallait qu'il s'en occupe. Là, puis tu peux pas, quand tu es un jeune parent, tu peux peut-être pas t'entraîner 12 heures par jour comme quand non, puis tu sais, je pense au début aussi, il y avait il n'a pas pu revenir au gym à 100%. C'est ça. Ouais. Dans ce combat-là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, tu vas avoir le temps de repos ou le temps à l'extérieur de l'octogone. 18 mois, on ne sait jamais. Le ring Ross, quand il va arriver, il va falloir qu'il retrouve ses repères rapidement. Première défaite en carrière. Premier knockout en carrière, puis ça n'était tout un, on va se le dire, on va être franc, là, c'était tout un knockout. Puis tu sais, tu as des beaux knockouts, tu as des knockouts, tu te dis « Ah, God, ça fait du dommage. » Il va faire du dommage, ouais. Exact. Il dit encore qu'il a rencontré 2 médecins puis que c'était pas si grave que ça, là, selon ses médecins. On en prend puis on l'en laisse. Là. Tant mieux. Mais il ne peut pas dire... Moi, j'étais là, j'étais sur le bord de la cage. Il est tombé en convulsion. Je ne veux pas y rappeler des mauvais souvenirs, mais il reste que je souhaite pour lui que ça ne va pas le hanter sur la première shot qu'il va recevoir, ça va revenir dans sa tête. Je souhaite qu'il a réussi à passer à travers ça. Je pense qu'il est bien entouré aussi. Je pense qu'il y a du monde d'expérience autour de lui. Il a été voir 2 médecins, donc ça veut dire qu'il
il est vraiment conscient de sa santé. Il a voulu être sûr et certain qu'il était correct pour revenir aussi. Donc ça, je lève mon chapeau, c'est sûr. Puis comme il disait, il n'a pas accepté non plus il a refusé au moins un combat à court préavis là, pour être sûr que justement la coupe de poids soit pas trop. Quand tu reviens d'un knockout, t'es mieux d'être plus prudent que trop téméraire. Là. Donc, je ne veux pas taper sur le clou, là, mais surtout avec un knockout comme ça. C'est ça. Le monde a vu le knockout, mais après ça, c'était le premier combat de la sous-carte, de la sous-sous-carte. Fait que le monde n'a pas vu ce qui s'est passé après. Moi, je l'ai vu ce qui s'est passé là, en sortant de l'octogone, puis quand le monde avec l'aide. Sérieux, c'était épeurant. J'étais dans les coulisses, puis on l'a vu embarquer dans l'ambulance. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, man. Pour vrai, il y a vraiment, vraiment beaucoup de talent. Moi, je parle à du monde qui sont au TriStar, puis ils me le disent tout le temps. Man, il y a vraiment, vraiment beaucoup de talent. J'espère qu'il va être capable de générer ce talent-là quand ça va être le temps dans l'octogone. Oui, exact. C'est quand même... Il a 31 ans. Il n'est pas jeune, mais il n'y a pas beaucoup de combats à son actif, seulement 2 à l'UFC. Lui veut évidemment que sa carrière passe en deuxième vitesse. Il donne en exemple Peter Yan qui s'est battu, qui va se battre pour une 5e fois en 12 mois là, à l'UFC au mois de juin. Bon, ce sera peut-être pas possible d'avoir le même rythme soutenu, mais il veut essayer de se battre 3 fois en 2019. On espère pour lui que ça va fonctionner. Il faut qu'il commence par gagner cette fin de semaine. Je veux quand même parler de son adversaire. Là. On ne connaît pas beaucoup Morales. Vince Morales, Eman nous dit qu'il y a une grosse main droite quand même. Là. Donc, ça va être un bon test pour son menton, d'une part. Et il s'en cache pas. Le but, ça va être d'aller au sol. Il est maintenant ceinture noire en Jiu-Jitsu. Il est allé la gagner cette année. Il a profité des mois de congé pour aller améliorer beaucoup son Jiu-Jitsu. Je pense que tu n'as pas le choix Si t'es Eman Zahabi, tu n'as pas le choix d'amener ce combat-là au sol. Ben écoute, son adversaire a 8 victoires, 5 KO. Il y a 3 défaites, dont 2 par soumission. Donc écoute, les statistiques sont là. Mais il faut qu'il soit capable de l'amener à terre. C'est une question de stratégie, une question de synchronisme, le fameux timing, être capable d'amener ton adversaire où ce que tu veux. Donc, c'est sûr que s'il l'amène au sol, ça va être avantage à Zahabi, c'est sûr. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. No cheering on the press box, comme on dit, mais quand même, on peut lui souhaiter la meilleure des chances pour son retour dans l'octogone et en espérant que le menton tienne le coup et que justement, ce stress-là de recevoir des coups en combat pour la première fois en 1 an et demi, c'est ça, parce que en sparring, en training, c'est pas la même chose. Je dis tout le temps au monde, t'as bien beau être prêt, quand la porte de l'octogone ferme, tout va à 10 000 à l'heure, 100 000 fois plus vite. Vraiment, là, tout va à une vitesse incroyable. Tu clignes des yeux, le combat est fini. Des fois, je réécoutais des combats, je me souvenais même pas que j'avais fait ça. C'est vrai, tu tombes dans un Twilight Zone. Donc, il faut que tu sois prêt, il faut que tout soit une question de réflexe. Muscle memory, tu le fais par instinct. Donc, c'est vraiment ça le plus important pour lui. Là. Il va quand même surveiller le coup de coude renversé. Il se fera pas prendre 2 fois. À sa défense, c'était toute une shot. C'est ça, oui. Okay? C'est ça. À sa défense, très bon point. C'était vraiment toute une technique. Bon, Marc-André Barriault contre Andrew Sanchez maintenant. Marc-André Barriault, on en parle depuis des semaines, en fait depuis 6 mois. Il a signé à l'UFC, finalement, il va faire ses débuts. En passant, allez voir sur rds.ca parce qu'on a beaucoup de textes, beaucoup de contenu, des vidéos, des entrevues. Nicolas Landry, notre collègue, qui a fait un gros texte. Bon texte avec Marc-André Barriault, avec Eman Zahabi, avec Mitch Gagnon qui revient à l'UFC également cette fin de semaine. Nos entrevues vont être disponibles sur le site aussi. Reportage de Marie-Christine Champagne sur Marc-André Barriault, des entrevues que tu as faites avec lui également. Donc tout ça, c'est disponible sur le rds.ca. Barriault, ça va être un choc de style. Mais j'ai regardé aujourd'hui les 2 derniers combats d'Andrew Sanchez. On dit oui, c'est un gros lutteur. Oui, il va amener Barriault au sol. Puis s'il amène Barriault au sol, ben Marc-André n'a aucune chance parce qu'il n'y a pas pantoute un background de lutteur. Mais ce serait la chose à faire si tu t'appelles Andrew Sanchez. Mais ses derniers combats, son dernier combat 0-7 dans ses amenés au sol. C'était pas une technique. Il n'y avait pas une technique incroyable d'amener au sol. Là. Oui, dans le clinch, il était capable de contrôler la position et tout ça, mais si Marc-André est capable comme Perez, le dernier adversaire de Sanchez, d'éviter d'aller au sol. C'est exactement là la clé. La clé, c'est qu'il soit capable de stuffer les 2 premiers takedowns. S'il est capable de bloquer les 2 premiers takedowns, il va mettre un doute dans la tête de Sanchez. Sanchez va se planter les pieds et il va falloir échanger debout. On le sait, on l'a déjà vu dans le passé, c'est ça qu'il fait. Puis c'est à cause de ça qu'il y a 4 défaites, dont 3 par knockout, parce qu'il n'y a pas une boxe super extraordinaire. Son menton a déjà été testé, son menton a déjà tombé aussi. Et c'est la force de Barriault, un brawler qui a de la puissance dans les mains. Donc s'il est capable de mettre un doute dans la tête de Sanchez, de le stuffer 2-3 fois au début,
Et là, qu'il se décourage puis il décide d'échanger coup pour coup, là, la chance va aller du côté. Là. Avantage à Barrio, ça, c'est sûr. Andrew Sanchez également. C'était moins vrai à son dernier combat. Il a gagné une décision en 3 rounds. Mais son combat précédent contre Ryan James, où il avait commencé très fort, il avait ébranlé James à plusieurs reprises avec ses poings. Il avait réussi à toucher la cible. Donc, tu sais, faut pas prendre. Tu sais, le gars, il est quand même capable de boxer, là, Andrew Sanchez. Il faut pas penser qu'il est complètement incapable dans cette. Non, il y a une bonne. Il y a une bonne puissance. Il n'y a pas une bonne boxe. Il est wild. C'est ça. Il y a une bonne puissance, par exemple. Mais l'entrevue qu'on a faite avec Marc-André Barrio, vous allez voir que j'ai faite avec Marc-André, ce que j'ai bien aimé, là, c'est qu'il a dit « Je sais que je vais aller à terre, mais je vais me relever. » Et ça là, c'est le meilleur exemple d'un combattant qui est mature et qui est rendu à la bonne place au bon moment. Parce que il est pas... il ne se compte pas d'histoire. Il sait que probablement, à un moment donné, là, il va se retrouver les fesses à terre. Puis il faut falloir qu'il se démène puis se relever. Tu sais, il n'est pas dans un monde d'arc-en-ciel et de calinours. Tu comprends? Là, tout va être beau, je vais y aller, je vais stuffer. Il dit exactement ça. Il dit, je sais que je vais tomber à terre, mais je vais me relever. Ça, là, juste ça, qu'est-ce qu'il me dit là? Je me suis dit, all right, OK, il est prêt. Sérieusement, il sait exactement dans quoi il s'en va, dans quel genre de combat il s'en va. Ça se peut qu'il tombe dans le trouble, mais il est prêt à faire face à l'adversité et à se relever debout. Et là, c'est drôle parce qu'il a mis les gants avec. Il a déjà mis les gants avec Sanchez au Tristar. Avant de savoir que les deux allaient s'affronter, quand ça s'est su, Barrio a pu remis les pieds au gymnase, mais apparemment la veille avant qu'il officialise le combat ou que l'UFC appelle Sanchez pour dire hey, Barrio, on te propose ça. Le vendredi d'avant, ils ont mis les gants ensemble, puis ils disent. C'était une guerre. Là. Ouais, on voulait. On n'est pas des amis, on n'est pas des vrais coéquipiers parce que Barrio venait juste une fois de temps en temps. C'était plus un visiteur. Exact. Fait que, on retenait pas nos coups. Puis lui, Barrio, savait qu'il s'en venait à l'UFC. Puis savait qu'il allait peut-être affronter un gars du calibre d'Andrew Sanchez. Il voulait prouver. Je pense que ce sparring-là, j'aurais aimé ça pouvoir être une petite mouche pour pouvoir y assister. Là. Ben lui, ce qu'il nous a dit, il dit ça n'a pas mal été puis ça n'a pas bien été. Il dit écoute, on a fait ce qu'on avait à faire. Peu importe, ça reste du sparring quand même. Ouais. L'avantage là-dedans, c'est qu'il sait à quoi s'attendre quand même. Ça marche des deux côtés quand même. Sauf que, ceux qui ne connaissent pas Andrew Sanchez, il a gagné la saison 23 de l'Ultime Combattant. 4 fois All-American au niveau de la lutte. Mais ça, c'est de la lutte. Tu sais, comme n'importe qui d'autre, il faut que tu sois capable de transposer ton art martial dans les arts martiaux mixtes. Que ce soit en jiu-jitsu, en lutte, en judo, name it. T'sais, ceux qui ont réussi à faire ça, ils ont eu du succès. Il y en a beaucoup là, qui arrivent, c'est des black belts en jiu-jitsu brésilien. Aussitôt qu'ils reçoivent un coup de poing dans la face au sol, ils deviennent des white belts, ils deviennent des ceintures blanches parce que quand tu mélanges les coups avec ça, c'est vraiment différent. Mais Sanchez, lutte pour lutte, c'est sûr qu'il jouerait avec Barrio. Ouais, c'est ça. Mais en arts martiaux mix, c'est vraiment, vraiment différent. Marc-André l'a dit dans un des reportages, une des entrevues qu'il nous a donné, le combat commence debout. Exact. Donc, à ce niveau-là, peut avoir l'avantage. Andrew Sanchez a manqué de gaz souvent dans sa carrière. N'a jamais fait des combats de 5 rounds. Et même dans les combats de 3 rounds, a manqué de gaz. Et alors que Marc-André a beaucoup de combats de 3 rounds à son actif, et même un 5 rounds. Donc, au niveau cardio, ça va peut-être être intéressant à surveiller. Sanchez semble régler un petit peu ce problème-là à son dernier combat, mais quand même. Et puis, Sanchez avait l'air de dire aussi qu'il avait déjà pris certains de ses adversaires à la légère. Et ça lui a coûté très cher. Tant pis pour lui. Est-ce qu'il prend Marc-André Barrio à la légère? T'sais, il est favori, Sanchez, quand même. Là. Plus d'expérience et tout ça. Il est favori, sauf que, tu sais, Barrio va se battre chez lui. Là. Puis je parle pas au Canada, là, mais à Gatineau. Ouais. C'est à Ottawa, là, mais lui, il vient de Gatineau. On s'entend, là, c'est à 15 minutes. C'est 15 minutes de marche. C'est à 5 minutes d'auto. Il va y avoir beaucoup de monde qui va être avec lui. Là. C'est sûr que ça peut jouer des deux côtés. Ça peut lui mettre beaucoup trop de pression. Il veut tellement faire une belle performance que il vient crisper puis il n'est pas capable de juste laisser aller. Ou, complètement le contraire, il va voler dans l'octogone puis il va être incroyable. J'y souhaite vraiment la deuxième option. Mais c'est sûr que Sanchez, il sait que c'est en terrain hostile. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça serait un petit peu niaiseux de prendre Barrio à la légère. En tout cas, ça va être très intéressant de voir comment Marc-André va gérer la situation.
qu'est-ce que les deux combattants vont nous offrir dans l'octogone. Lequel des deux va tenter d'imposer son style aussi. Est-ce que Sanchez va vouloir échanger avec Marc-André? Mais la clé, je pense, de ce combat-là pour Barrio, ça va être la patience. Au premier round, être patient. Parce que c'est sûr pas se laisser envahir non plus par ses émotions aussi. Exactement. De dire, là, parce que si là, il veut commencer puis passer ça tout de suite, être super agressif, il va donner des takedowns gratuits. L'autre va juste duck under puis il va l'amener à terre. Il faut qu'il soit comprendre la distance, laisser passer peut-être une minute pour avoir la première minute dans ta nouvelle vie de combattant de l'UFC. La pression de l'octogone, la pression de l'octogone du UFC, la pression de l'organisation, d'être rendu là. Juste être patient, laisser passer. S'il y a une occasion, OK, vas-y, pince-le. Oui. Mais juste temporiser le début de combat qui va être super important, je pense. Puis après ça, il va comprendre le style, il va comprendre le footwork. Tous les combattants ont un pattern. Là. C'est sûr qu'il a regardé des combats sûrement d'Andrew Sanchez. Tous les combattants ont un pattern. Là. Soit qu'avant de shooter, il lève sa main ou ben non, il regarde en bas. Ça, c'est à ton équipe à découvrir ça, les patterns de ton adversaire. Donc, la première minute, premier 30 secondes, c'est ça qui est important. Juste d'être super focus, puis de regarder, puis dire, OK, il fait ça, OK, ça, j'ai déjà vu ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà pratiqué. Après ça, ben là, ça vient un peu plus naturel. À ce niveau-là, François Duguay, son coach de boxe à Marc-André Barrio, un gars d'expérience, un gars qui en a vu, à Québec, c'est le coach de boxe à Québec, là. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau du vidéo, justement, il est capable de déceler certaines tendances à ce niveau-là. Oui, puis tu sais, c'est pas même si tu passes sur un coach de boxe, ça change rien. Un pattern, ça se trouve soit en lutte ou quoi. C'est des mouvements qu'un combattant fait avant de faire une action. Puis que tu sois habitué. Tu sais, quand t'en as vu des vidéos, tu sais, quand t'en as vu 5000 vidéos dans ta vie, là, que ce soit de boxe, tu commences à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut regarder. Là, c'est ça. Les autres Canadiens sur la carte, Brad Katona contre Merab Dvalishvili. Dvalishvili, voilà. J'ai mis une syllabe de trop. Exact. Katona, rapidement, un combattant qui a remporté une des dernières saisons de l'Ultime Combattant aussi, s'entraîne en Irlande. Un bon espoir à 135 livres. Exact. On ne le connaît pas tant que ça comme Canadien parce qu'il ne s'entraîne pas ici. Mais c'est un gars de Winnipeg. Oui, c'est un gars qui vient de Winnipeg, super explosif. C'est un gars qui est vraiment en excellente condition physique. Là. C'est impressionnant. la shape qu'il a, je suis un peu jaloux, je te dis. Il n'y a pas beaucoup de gars. C'est sûr que c'est un plus petit poids, mais quand même. Mais il y a du gaz, puis il est vraiment explosif. Moi, j'aime bien Katona, mais il va affronter un combattant qui a quand même beaucoup d'expérience aussi. Oui, exact. Et puis, il est à la recherche de son premier finish à l'UFC officiellement. Là, donc, avait failli terminer son combat à Toronto, je m'en rappelle, il y avait un étranglement. Son adversaire avait été sauvé par la cloche, là, puis il s'était relevé, puis tu voyais, là, il était en train de s'endormir. Donc, je pense que Katona était content d'avoir gagné, mais je pense qu'il veut terminer avant la limite. C'est sûr. Tu veux jamais te rendre à la décision des jeux. Exact. Sarah Morris contre Macy Chiasson. Sarah Morris, la Canadienne, s'entraîne aux États-Unis contre Macy Chiasson, l'Américaine, qui est classée chez les 135 livres. Morris, ça va pas super bien. Ça va pas super bien. La seule affaire que j'ai à dire là-dessus, c'est je pense que c'est à cause d'elle que les uniformes Reebok sont arrivés. Je sais pas si tu t'en souviens, avant là, qu'il y ait les uniformes, tout le monde. Elle, là, son nickname, c'est Cheesecake. Là. Elle arrivait avec des maillots là, pour se battre. Là. Sérieux, c'était à lever le cœur. Ça n'avait pas de bon sens. Allez voir des vieux vidéos, des vieilles photos. Là. Oh my God. Sérieux, elle, c'est une des raisons pourquoi on est tous habillés pareil à cette heure. Et Chiasson, elle, deuxième combat à l'UFC. Elle est 4-0. Ouais. Mais on fonde beaucoup d'espoir en elle, de l'organisation. Donc, elle est favorite pour remporter ce combat-là à Ottawa. Nordine Taleb, duel de Canadiens, entre guillemets. Taleb, qui est un Canadien d'adoption, un gars de France, mais installé à Montréal depuis vraiment longtemps, contre Carl Propolek, un adversaire de dernière minute. C'est un Canadien qui va faire ses débuts à l'UFC. Je te dirais, il est pas mal installé en Thaïlande à Star Taleb. Là. Il s'entraîne pas mal plus souvent en Thaïlande. Un peu moins au Tristan. Je pense qu'il y a un pied à terre là-bas. Lui, il était supposé affronter Siar Barduzada. Puis je pense que c'est une semaine et demie, Barduzada s'est cassé une main, je pense, ou s'est blessé. Puis on pensait que ce combat c'était scratché. C'est dommage, il était prêt, mais finalement, on a trouvé un remplaçant. Donc, je suis vraiment content pour Nordine qui a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de talent. Et, tu sais, il y a une petite... veut revenir dans la colonne des victoires. Oui, exact. Mais il y a une petite statistique, là, lui, là, que j'ai vu passer cette semaine. Après Georges Saint-Pierre, c'est le combattant
des poids mi-moyens qui a le plus haut taux de précision lorsqu'il lance des coups. C'est un gars qui est super précis, qui ne lance pas des coups pour rien. C'est le seul. En fait, je pense que c'est le seul mi-moyen de l'histoire. En fait, un des deux seuls. Il y a Georges, le premier. Puis, il y a juste Nordin après ça qui est dans le top 10, autant pour, c'est ça. pour la précision de ses coups et sa défense. Oui, exact, c'est ça. Donc, touche beaucoup la cible, mais ça ne fait pas beaucoup toucher. Sauf ça ne que se traduit là, pas toujours en victoire là, parce non. qu'il a perdu ses 2 derniers combats. Il se fait finir les 2 derniers. Oui, c'est ça. Donc, va tenter de retrouver le chemin de la victoire, Nordin Taleb. Kyle Nelson contre Matt Sales. Arjan Singh Bhullar, le lutteur, ancien Olympien canadien. Rowan Adams, là, chez les poids lourds. Il a l'air de cogner fort en temps. Cogne très, très fort. Sérieusement, là, lui, là, tu te tasses là. Puis je pense que Bhullar va être avantagé. il va avoir un avantage au niveau de la lutte. Il va falloir qu'il apprenne. Là. Il ne veut pas échanger au bout du point parce que Adams, je suis sûr et certain, il va avoir un avantage de portée. C'est un grand bonhomme. Ouais. Bhullar est un petit peu plus trapu, là, c'est drôle de dire pour des poids lourds, là, mais c'est quand même un gros bonhomme. Mais la différence de grandeur et de la portée, surtout, va être davantage à Adams. Et tu ne veux pas recevoir un coup de point de Adams. Non, lui, il dit même qu'il sait où il s'en va. Là, il dit c'est au sommet. Là. Puis il n'est pas gêné de le dire. Mitch Gagnon contre Cole Smith, 2 Canadiens également. Smith, ses débuts à l'UFC, un ancien champion d'une organisation régionale en Colombie-Britannique. Puis Gagnon, on en a déjà parlé, on pensait qu'il était à la retraite. Moi, je pensais qu'il était disparu. Retour après 2 ans à l'UFC. Oui, exact. Surtout, puis 2 défaites aussi. Mais tu sais, on s'entendrait, Renan Barao lui a passé une soumission, puis après ça, il a perdu face à Mathieu Lopez à l'UFC 206. Mais oui, c'est 2 ans à l'extérieur. Et moi, je l'aime bien, Mitch Gagnon. J'ai déjà rencontré à plusieurs reprises. Super bon Jack, pour vrai, super bon gars. Il a beaucoup de talent. Bien hâte de voir comment il va revenir après 2 ans d'absence. Mais comme tu dis, là, moi, quand j'ai vu ce nom-là, je c'est pas le même. Ça doit être un autre Mitch Gagnon, pour vrai. Junior. Ouais, c'est ça. Donc, là, finalement, c'est le même. Fait que, bien content de le revoir. Écoute, le temps en file, Pat. Il faut absolument revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. On ne fera pas tous les combats, là, mais Hermansson contre Jacare. Hermansson, très, très, très impressionnant. Petite baisse de régime peut-être au 3e round, là, mais a réussi vraiment à imposer son rythme, imposer sa boxe, son striking contre Jacare Sosa. Ouais. Jack Hermansson, à prendre au sérieux. Là. Je l'avais mentionné avant le combat, au début de la soirée. S'il y en a un qui peut causer une surprise cette année, c'est bien Jack Hermansson. Dans ce combat-là. Premièrement, les 2 premiers rounds, Souza ne s'est pas présenté pantoute. Ça ne tentait pas, on dirait. Là, tu le voyais dans son visage. On dirait que ça ne tentait pas. Mais Souza, c'est tout le temps comme ça. Tu regardes les défaites qu'il y a, là, à toutes les fois qu'il y a un combat d'importance incroyable pour l'amener à un combat de championnat du monde, il perd. Puis là, ce combat-là, il était fâché. Il ne voulait pas ce combat-là. C'est l'UFC l'a obligé à se battre contre lui. Et on lui a promis, entre guillemets, avec une victoire, qu'il allait avoir un combat de championnat du monde. C'est ça, parce qu'il devait affronter quand même Yoel Romero, qui est un client. Mais tu sais, au début, là, c'était supposé d'être Costa contre Romero. Ouais, c'est ça. Okay? Fait que là, après ça, c'est devenu Romero, Jacare, puis là, Jacare Hermansson. Mais on lui a comme obligé, imposé de se battre contre Hermansson. Puis on dirait qu'il a comme perdu toute joie de vivre ou toute motivation. Hermansson, lui, est dans le tapis. Là. Il vient de battre David Branch en une couple de secondes. Ça fait 3 semaines. Hein, une couple de secondes. Là, 3 victoires de suite. Il s'est terminé les 3 de suite aussi. Donc, Hermansson, c'est un gars qui il est là, pour vrai. Là. Puis là, il va falloir commencer à le prendre au sérieux, pour vrai. Oui, exact. Donc, très, très, très impressionnant. Une victoire par décision unanime des juges. Il y a peut-être, comme je disais, le 3e round là, qui l'a perdu. Ouais. Mais sinon, au sol, quand c'est allé au sol, c'était Hermansson qui était sur le dessus. Ouais, il n'a pas eu peur d'amener au sol. Il n'a pas eu peur. C'est pas allé au sol, ça s'est surtout passé debout. Mais non, quand c'est allé au sol, il n'a pas paniqué. Sosa, en fait, c'est Sosa qui s'est fait attaquer, dès le premier round, s'est fait attaquer avec un étranglement arrière. A réussi à le défendre. Là, une guillotine. Une guillotine, c'est ça. Ouais, et puis, oui, c'est ça, exact. Puis, donc, Sosa n'a pas paniqué à ce niveau-là, mais au sol, n'a jamais été en mesure d'imposer son avantage au niveau du jiu-jitsu. On avait rarement vu Souza sur son dos. T'sais, on sait qu'il est incroyable avec le jiu-jitsu. On l'a toujours vu sur le dessus. Ça, ouais. Puis sur son dos, moi, j'étais très, très déçu. Même si Hermansson, il y a un ground and pound vraiment actif, sans arrêt, Souza faisait rien. Il avait la garde fermée, c'était une invitation, il frappait dessus. T'sais, il ouvrait pas sa garde, il n'allait pas chercher. Je trouvais que... Je comprenais pas. Il tentait de survivre plutôt que d'essayer d'aller chercher. On parle chercher. tellement de son jiu-jitsu, bien, on l'a tout le temps vu sur le dessus. On l'a rarement vu en dessous parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est assez game pour lutter avec puis aller en dessous avec.
Mais on l'a vu, là, en dessous, là, il ne passait pas grand-chose. Puis je trouvais ça bien bizarre. Et puis Hermanson, très impressionnant debout également, beaucoup attaqué en puissance. Le jab a touché la cible. Donc, félicitations à peut-être l'année 2019, l'année de Jack Hermanson chez les poids moyens. En tout cas, il est bien parti. L'autre, UFC Fort Lauderdale, l'autre combat dont on va parler brièvement, c'est Greg Hardy. On a parlé d'entrée de jeu, mais on lui a donné vraiment un faire-valoir. Le gars, là, dès le départ, Dimitri Smoliakov, ne voulait même pas se battre. Il s'est mis à se protéger puis à se tourner pratiquement. Puis Greg Hardy, ça n'a pas été trop compliqué de le finir, là, mais tu sais. Lui avait perdu 2 combats UFC. C'est une blague là, en demi-finale, ça. Là. Lui a perdu 2 combats UFC, tu allais se battre ailleurs, on l'a ramené. Fouille-moi pourquoi, pas vrai. Là. Même Dana White, il a dit lui, il a 9 victoires, j'aimerais bien savoir les 9 gars qu'il a battus. Puis je partage cette opinion-là. Là, sérieux, c'était gênant. C'était gênant, pour vrai. Là. Qu'est-ce qui est encore plus gênant, c'est qu'est-ce que Greg Hardy a dit après. Il dit, je suis le Michael Jordan des arts martiaux mixtes. Le Bo Jackson va avoir l'air de... Il dit, Bo Jackson va avoir l'air d'une recrue à côté de moi. C'est sérieux. Ça va pas bien. De un, tu n'as pas accompli le millième de ce que Bo Jackson a accompli dans la NFL. Non, exact. Et que Michael Jordan a fait au basketball. De deux, tu es un nouveau dans un sport, puis t'es loin. Dans ton deuxième sport, t'es loin d'avoir prouvé que t'étais de l'élite. On a fait les 2 sports, mais on s'entend que Bo Jackson, il a autant excellé en football qu'au baseball. Michael Jackson, un petit peu moins au baseball, mais quand même. Le plus grand joueur d'histoire d'NBA. C'est ça. Faut pas se prendre pour une 7-up flat, comme on dit. On est-tu surpris? Là? Non, exact. Rory McDonald contre John Fitch à Bellator 220, ça se passait du côté de San Jose. Ça a été pas mal plus compliqué que ce que je pensais pour Rory. Bon, ça a été du John Fitch. On l'avait dit. Hein. Ça a été au sol, puis ça a été du je vais t'étouffer le plus que je peux au sol. Puis Rory n'a pas tenté tant que ça s'il essayait, sans succès, de se déprendre de ça. Mais il n'y avait pas de drive. Il n'y avait pas de drive. Il l'a dit, puis c'est ça. En fait, pour vous décrire un petit peu le combat, là, quand c'était debout, Rory réussit à toucher la cible, tout ça. Mais évidemment, Fitch venait s'accrocher comme une sangsue, puis finissait par souvent amener Rory au sol, puis là, il l'empêchait de se relever. Mais aucun dommage là, qui était porté. C'est pour ça que John McCarthy, l'analyste de Bellator sur DAZN, dit regardez, oui, John Fitch réussit à amener McDonald au sol, c'est bien, mais il réussit à peine à le contrôler, mais il est chanceux que l'arbitre ne le relève pas plus rapidement parce qu'il n'est pas actif, il ne fait pas beaucoup de dommages. Il en fait juste assez pour que l'arbitre ne le relève pas. Bref, c'était pas un combat super intéressant à ce niveau-là. John Fitch, c'est ça, exact. Mais ce qui retient surtout l'attention, et on en a parlé dans l'entrevue avec Eman, c'est les commentaires de Rory qui dit « Je suis pas sûr que j'ai encore le goût à ce stade-ci de ma vie, après 14 ans de carrière dans les arts martiaux mixtes, de frapper un autre gars au visage pour gagner ma vie. » Il a dit que la religion, il est très proche, il est très spirituel. Oui, depuis quelques années, là, il était très, très religieux. Il a dit que Dieu y avait parlé pendant le combat, puis qu'il avait entendu un appel, puis que là, maintenant, il va se recueillir et voir les portes que Dieu va lui ouvrir. Bon, écoute, moi, je juge personne tu crois en ce que tu veux, mais ça sonnait comme quelqu'un qui était rendu à bout. Ça sonnait comme quelqu'un que ça ne tentait plus. Puis, John Fitch, là, moi, je resterais en shape à sa place. Ça se peut qu'il s'est appelé pour le remplacer, même remplacer McDonald pour suivre dans le tournoi. Je ne sais pas si McDonald va. Il n'a pas l'air de vouloir se battre dans un mois et demi. Les dernières nouvelles qu'on a, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, ça s'est terminé par une nulle majoritaire. 2 juges qui ont donné un combat nul 47-47 et un juge qui a donné 48-46, si je ne m'abuse, à John Fitch. Donc, aucun des juges n'a mis Rory McDonald gagnant, mais vu que c'est un nul, Rory garde sa ceinture, garde son titre et avance dans le tournoi des mi-moyens de Bellator. Ça fait soulever des sourcils un petit peu en se demandant, mais il n'a pas gagné, puis il n'a pas gagné un round. En fait, il n'a pas gagné sur aucune carte des jeux, puis il avance quand même. C'est bizarre un petit peu. C'est comme ça. Il a fait son entrevue d'après-combat. Le lendemain ou le surlendemain, il a sorti un communiqué en disant « Je ne prends pas ma retraite et je m'engage à terminer c'est quand même un tournoi à $1 million. Là. Donc, et je m'engage à affronter Neiman Gracie en demi-finale du tournoi. Et ça, c'est supposé d'être le 14 juin. Exact. Dans 6 semaines. Et là, de un, il va peut-être être suspendu 6 mois par la commission athlétique parce que il a mangé des coups. 6 semaines, c'est tôt, là, dans la marouette, là, pour revenir. Tu veux dire 60 jours.
Va être suspendu il, sur va 100. être- il pourrait être suspendu 180 jours. Ah ouais, OK. Jusqu'à temps qu'un médecin qui se fasse examiner par un médecin puis qu'il dise tu peux aller te battre. Donc, c'est pas impossible qu'il se rebatte dans 6 semaines. Il va falloir qu'il y ait des examens médicaux. Il faudrait checker parce que sa femme, je pense qu'elle est à la veille d'accoucher également. Je veux dire, mettez tout ça ensemble. Peut-être qu'on va décider de reporter le combat. On voulait faire ça au Madison Square Garden. C'est une super grosse carte là, de Bellator au mois de juin là-bas. On voulait mettre Rory McDonald contre Neiman Gacy sur cette carte-là. Si on veut que McDonald continue, il faut quand même donner une chance aussi. Là. Il vient de faire une guerre de 5 rounds. C'était pas une balade dans le parc non plus. Là. Il a fait un combat de 5 rounds. OK. C'est pas de guerre. Là. Mais tu sais, depuis le combat face à Robbie Lawler, le combat débile, là, que les deux ont fini en sang, là, on dirait que son âme est disparue. On dirait que Robbie Lawler, il a pris son âme, il a pris son mojo, il a pris ce qui restait de combattant, de fighter. Puis depuis ce temps-là, Rory n'est plus le même. Là. On l'a vu, le combat à Ottawa face à McDonald, c'était long. Il ne voulait pas trop se faire toucher. C'était long. Après ça, il est revenu. Bellator, OK, ça a bien été le premier combat quand même. Mais tu parles Daly. Ouais, c'est ça. Mais il est allé... C'était pas mal ça qu'on pensait qu'elle allait arriver aussi. Sauf que là, tu vois qu'il... Il fait passer le coup par Gegard Mousasi. Ouais, puis là, il revient avec une performance comme ça. Ben, il était chanceux que ça soit Fitch qui n'ait pas un ground and pound incroyable puis que c'est juste une censure sur toi parce que probablement c'est exactement la même affaire qui aurait arrivé face à Gegard Mousasi. Donc, bref, à suivre si Rory McDonald va remonter dans l'octogone. Dans l'entrevue, Feraz Zahabi, son entraîneur, et McDonald, comme je le disais dans un communiqué, a dit « Oui, je vais continuer ». Moi, ce que je pense, c'est mon humble avis, il va continuer le tournoi. Puis s'il gagne, tant mieux, il va gagner 1 million, puis merci, bonsoir, pour ça, c'est terminé. Il va respecter ses obligations contractuelles avec Bellator. Il s'est embarqué dans ce tournoi-là. Il a une chance de faire une bonne paye, un bon fonds de pension, mettre de l'argent pour ses 2 enfants pour aller à l'université, puis après ça, il va pouvoir... Il est encore jeune, là, parce que l'affaire, c'est qu'il a 29 ans, mais il a commencé à 16 ans. Non, c'est ça. Fait que, exact. Je peux le comprendre aussi, là, quand ça fait 16 ans que tu fais ce jeu-là. Mais non, écoute, je sais. C'est un coup de passer à d'autres choses. Mais oui. On peut pas le blâmer du tout à ce niveau-là. Non, puis tu sais, tu peux pas présenter dans un octogone, dans une cage à 50%. C'est ça. Tu vas te faire mal. Exact. Tu peux pas. Faut que tu sois dédié à 100% ou t'arrêtes, parce que c'est trop dangereux. On finit l'émission en parlant d'une grosse nouvelle qui est sortie dans les dernières heures. Brock Lesnar à l'UFC, oubliez ça, apparemment. Aurait dit à Dana White qu'il va prendre sa retraite. Et là, on travaille pour faire Daniel Cormier contre Stipe Miocic, la revanche pour le championnat des poids lourds de l'UFC au mois d'août. Je suis plus content de voir Miocic-Cormier en termes de sportif que voir Lesnar contre Cormier. Mais tu sais, moi, pour Cormier, je trouve ça plate parce que lui, c'était ça, c'est son money fight, son dernier combat en carrière. Mais tu sais, logiquement parlant, sportivement parlant, c'était le combat à faire. Puis tu sais, pour Miocic, là, je suis content pour lui. S'il y en a bien un qui méritait un combat de championnat du monde, c'était bien lui. C'est le seul poids lourd qui a réussi à défendre sa ceinture 3 fois. Donc, à un moment donné, il faut que tu redonnes à quelqu'un qui a marqué le sport aussi. Là. Donc, pour Miocic, je suis content pour lui. On parle de l'UFC 242, je pense, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est celui du mois d'août, le chiffre. Je sais pas, 239, 241, ça risque d'être... En tout cas, 241, 242, je pense bien. Là. Mais écoute, pour vrai, c'est le combat à faire. Et... je pense qu'avec une victoire, même avec une défaite, je pense que ça va être le dernier combat de Cormier. Ah ouais? Ouais, parce qu'il avait dit qu'il voulait prendre sa retraite à 40 ans. Il a déjà dépassé sa date, là, sa date limite qu'il s'était fixée. Donc, un autre gros combat à se mettre sous la tente. Ça se passerait du côté d'Anaheim. C'est pas signé, mais ce serait ce qu'on veut faire. Et puis, est-ce que tu es surpris que Lesnar ait décidé de partir? Ou? Écoute, s'il n'a pas eu l'argent qu'il voulait, il n'est pas revenu. C'est sûr qu'il a demandé des millions et des millions. L'UFC a dit, ben non, on ne peut pas te donner autant. J'ai pas lu ça nulle part, OK? J'invente ça. Mais ce que je connais de la business, c'est sûr et certain. Si l'argent avait été là, Brock Lesnar serait revenu. Exact. Et là, pour l'instant, il est encore, sauf erreur, à la WWE. Donc, c'est pas comme s'il y avait... Pas comme s'il y avait besoin de travailler là, à l'UFC. UFC Abu Dhabi qui ça semble vraiment se confirmer. Là. On a signé pour un gala en septembre à Abu Dhabi. On va y retourner pour les 5 prochaines années. Et Poirier contre Nurmagomedov. C'est le combat qui est espéré pour faire là. Ça n'a pas été annoncé, mais on sait que grande population musulmane là-bas. Et Nurmagomedov est musulman. Donc, on veut profiter de
cet engouement-là pour attirer la clientèle musulmane à être plus fan de l'organisation de l'UFC. Et Poirier a envoyé... Nurmagomedov avait écrit à Poirier « Send me location ». Location send. Puis, juste pour dire, je vois n'importe où, dites-moi où, puis on y va. Puis Poirier a tweeté cette semaine « Location sent ». Donc, ça semble être sur la bonne voie. À ce niveau-là, c'est un autre combat qu'on va surveiller au cours des prochains mois. UFC Ottawa. Exact. Sur nos ondes à 18 h sur les ondes de RDS 2. 17 h à RDS.ca. Exact. Donc à 17 h RDS.ca. Par la suite, à 18 h, tous les combats vont être présentés à RDS 2. Toute la carte au complet jusqu'à la fin. Et il ne manquait pas les débuts de Marc-André Barriault. Donc les débuts de Marc-André Barriault, le combat d'Eman Zahabi, si vous voulez voir ça, ça va être sur les ondes de RDS 2. Vous serez, toi et Jean-Paul, sur place à Ottawa pour décrire et analyser les combats. Je serai en studio pour garder le fort ici à Montréal. Yes! Donc j'ai très hâte. Team. J'ai très hâte, ça va être le fun. Merci beaucoup, mon ami. Sir. On se voit samedi. À bientôt, tout le monde. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.